Vous écoutez le débrief issu de l'épisode S309 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 25 novembre 2021. Cette émission vous est proposée en partenariat avec Sony et sa gamme de boîtiers hybrides plein format, photo et vidéo pour les professionnels et les amoureux de la belle image. Nous sommes toujours avec les journalistes Bruno Labarbère et Louis Royer pour notre grande sélection des meilleurs boîtiers hybrides 2021. Bruno, Louis, si on devait essayer de résumer et de synthétiser en quelques minutes ce qu'on s'est dit pendant cette émission, qu'est-ce que ce serait? Bruno. Ce qui est très plaisant, c'est qu'il y a des boîtiers qui clairement font l'unanimité pour chaque catégorie, donc ça facilite énormément le guide d'achat. Je vais commencer par la PSC. Tout le monde était d'accord pour dire qu'il fallait un XT4. Si vous avez les moyens, achetez un XT4. Et si vous n'avez pas les moyens, achetez un XT30 ou un XS1. XS10. XS10. Il reste cher le XS10, attention, t'es au-delà du millier d'euros quand même. Non, il est sous les 1000 euros, il a 9,999. Ouais, mais en kit, il faut une optique avec. Oui, en kit. Ouais, tu peux faire de la photo sans optique, mais c'est très surfait les objectifs. On approche des promotions de Noël, donc à mon avis, les petits kits sous les 1000 euros seraient tentants de sortir de la part de Fujifilm. Ouais, à suivre, mais moi je l'ai pas vu à ce prix. Mais on va dire chaos technique de Fujifilm. Louis, qu'est-ce qu'il faudrait retenir? Il faudrait retenir que même s'ils ne sont pas encore très très présents sur le marché, enfin au niveau image, au niveau marketing, je veux dire, le Panasonic en plein format, ils ont quand même quelques arguments à faire valoir, notamment avec le S5, on était aussi tous d'accord en disant que c'est un très bon rapport qualité-prix, il est bon en photo, il est bon en vidéo, il va juste un peu rebuter ceux qui veulent faire de l'animalier peut-être ou du sport, parce que là c'est pas l'autofocus le plus vif et la rafale est assez anecdotique, mais pour ça il y a quand même plein de choix maintenant en 24-36. On n'a pas parlé du micro 4 tiers, mais le G9 a quand même aussi recueilli un peu nos suffrages. Voilà, avec les mises à jour successives, ça reste un boîtier assez emblématique. Donc, je pense que c'est lui qui prend la première place aussi. Très bien. Quels sont vos coups de cœur? On n'a pas parlé un peu des coups de cœur. Benjamin, tes coups de cœur, toi, dans les différentes catégories? Si on en a un peu parlé, c'est vrai que le S5, moi, je l'aime beaucoup parce qu'il est équilibré. J'aime beaucoup le Z6 II, moi. Chez Nikon, j'avais été très frustré sur les premières versions Z6, Z7 II, avec un seul slot pour carte mémoire, les XQD. Je reste un peu frustré parce que au niveau de l'écran, j'aurais aimé qu'il fasse un écran sur rotule, un peu comme Sony commence à le faire. Mais ça reste, en termes de polyvalence et de qualité de visée, d'autofocus, et moi qui ai d'anciennes optiques Nikon AIS notamment, un outil que j'aime beaucoup aussi. Louis. Alors pour les coups de cœur, pour le 24-36, même si Nikon sont de très bons produits, je trouve qu'au niveau ergonomie c'est vraiment pas mal. Moi je mettrais en avant deux produits. Alors je mettrais en avant le Canon R6 maintenant, qui même s'il a un capteur de seulement 20 mégapixels, alors c'est vraiment la tranche basse de la définition aujourd'hui, on est en fait sur un boîtier qui est très performant. On est sur un DX Mark III, l'énorme réflexe sport, mais dans un format plus petit. Il a un autofocus hyper réactif, une rafale du tonnerre, et voilà, il est bon dans toutes les situations. On peut juste lui reprocher une faible définition, mais sinon c'est vraiment un boîtier très très bon. Et sinon je mettrais aussi en avant le Sony A7 IV, donc qui est plus récent, lui qui vient de sortir, qui à mon goût est un peu cher parce qu'on a quand même un gros bond de 500 € par rapport à l'A7 III qui est sorti il y a quelques années. Mais voilà, il y a tout ce que Sony fait de mieux, avec un nouveau capteur dedans de 33 mégapixels, avec un écran sur rotule pour une fois. Il y a juste un peu la partie vidéo où on est un peu frustré parce qu'on attendait de la 6K au moins, on attendait plein d'avancées je veux dire. Et on est sur un boîtier en fait qui peut faire bien mieux que ne fait la 7S III, mais tout d'un coup qu'on a bridé. Parce que là c'est vraiment, Sony fait de la segmentation de gamme et on se retrouve avec un boîtier qui est en vidéo, un énorme crop en 4K 60p, alors qu'il n'y a pas de raison, hormis le fait de vouloir vendre plus d'A7S III, il n'y aurait pas de raison de brider cette A7 IV, quoi. Mais qui est un excellent boîtier par ailleurs. Bruno. Moi j'aurais deux coups de cœur. En 24-36, j'aime beaucoup le Leica SL2S, qui foncièrement est un Panasonic Lumix S5 rhabillé, mais joliment rhabillé, qui a l'avantage d'avoir un viseur de 5 millions de points. On n'en a pas parlé, mais c'est aussi un petit peu le défaut du S5 qui soit retenu sur ce côté-là, et d'avoir un écran secondaire. Et en plus, un Leica. Voilà, donc ce petit coup de cœur en 24-36. Et un APS-C, si personnellement je devais acheter un APS-C, ce serait un Ricoh GR3X, donc qui n'est pas un hybride. Je suis désolé, je vais me faire taper sur les points. Hors catégorie. Voilà, hors catégorie, mais on a tous les avantages de l'APS-C, un super objectif, un super capteur, et ça tient de la poche.
Bon, alors le Ricoh GR3X, le seul compact un peu qui est sorti de l'année, donc ça règle le problème de cette catégorie-là. On n'a pas parlé des réflexes. Est-ce qu'on a quelque chose à dire sur les réflexes? C'est mort. Ils sont toujours là quand même. Voilà, si des gens ont des optiques réflexes et qu'ils n'ont pas de besoin impérieux en vidéo ou en visée par écran, ma foi, pourquoi pas se faire plaisir avec un 5D Mark IV ou des boîtiers comme ça qui désormais sont à des tarifs beaucoup plus accessibles. Il ne faut pas les jeter, les réflexes, loin de là. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de shooter en 4K, qui n'ont pas besoin d'autofocus ultra rapide en live view. Moi, j'ai toujours un D750 perso que j'utilise de temps à autre et ça, voilà, ça reste des boîtiers tout à fait capables. Maintenant, investir sur un système réflexe n'est pas forcément un choix pour l'avenir puisque toutes les gammes optiques sont pas appelées a priori à être renouvelées. Elles sont même arrêtées. Chez Canon, Voilà. ils ont dit qu'ils ne feraient plus d'objectifs réflexes. Donc, de toute façon, là, c'est un énorme acteur du marché qui a dit bon, nous, les réflexes, en fait, non, stop. Il y a Ricoh qui continue. Après, voilà, Oui. c'est un peu l'exception puisqu'ils ne sont pas sur le segment, sur le segment hybride. Donc, il y a les Pentax qui continuent à vivre. Il y a eu le K3 Mark III cette année, qu'on aurait pu citer aussi. Mais eux, ils restent isolés sur leur segment. Donc, on ne peut pas bannir les réflexes. Mais on ne peut pas non plus dire aux gens d'investir. C'est un peu comme en automobile. On va peut-être pas conseiller aux gens d'investir dans un diesel aujourd'hui. Louis, toi qui as une vision très claire aussi de ce qui se passe du côté des smartphones en mobilité, est-ce qu'il y aurait un ou deux modèles qu'on pourrait conseiller pour un photographe, là, pour le coup, vraiment Tout le monde est photographe, personne n'est photographe, évidemment. Alors, si on voulait vraiment prendre un téléphone qui réponde au mieux à nos besoins en photographie, qui se rapproche le plus de nos expériences qu'on a avec un boîtier traditionnel, il faudrait se tourner évidemment vers les nouveaux Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro, qui sont peut-être les appareils photo, enfin les téléphones avec les meilleurs appareils photo du marché. Après, la gloire est toujours éphémère en smartphone, c'est que dans 6 mois, il y aura toujours mieux, il y aura toujours plus performant. Là, mais voilà, là on est sur des smartphones, ils sont tellement aidés par leurs algorithmes, par leur IA, qui proposent des photos vraiment sorties de boîtier, entre guillemets, qui sont tout bonnement exceptionnelles. On ne peut même pas des fois avoir des résultats identiques sur son appareil en sortie de boîtier. Au premier, votre smartphone fait une photo, vous êtes un peu surpris du résultat. Avec votre boîtier, souvent il va falloir un petit peu de retouche pour faire une photo sans doute meilleure. Mais directement sortie de l'appareil, les smartphones comme les Pixel 6, Pixel 6 Pro ou les nouveaux iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max, ils sont quand même assez impressionnants. Écoutez, je vous remercie infiniment pour toutes ces explications.